19h, entre chien et loup. La ville s'enveloppe d'une ambiance feutrée. Vous vous tenez devant une discrète porte semblable à tant d'autres. Seules quelques vibrations profondes trahissent l'effervescence enfouie en ces lieux. Vous vous lancez et toquez. En un instant, vous voici dans un grand hall sombre. L'ambiance se fait plus présente. Les pulsations deviennent les contours d'une musique sur laquelle se mêle le bourdonnement de conversations animées. Devant vous se tiennent quelques personnes qui vous observent. Vous déclinez votre identité et vous présentez brièvement. Après une concertation, l'un d'eux se retourne vers vous et acquiesce de la tête. Vous êtes validé. On vous dirige alors le long de ce grand hall. Les sons se font plus précis. Vous distinguez des timbres de voix de femmes, d'hommes qui de concert se plaisent à rire. On vous ouvre alors la dernière porte. Vous êtes à la taverne des Braves. C'est dans une ambiance chaleureuse et lumineuse que se mélangent une musique enjouée et des conversations aux tonalités souriantes. Autour des tables, on se souvient, on se découvre, on rigole, on débat, on vit. Chaque regard que vous croisez vous accueille d'un large sourire. Vous vous sentez chez vous. Au fond de la pièce, l'éternel groupe de ceux qui restent debout discute hardiment des sujets qui leur passent par la tête. Ça se chamaille, ça se taquine, ça rigole, ça raconte des histoires qui n'ont aucun sens. Le tout dans des joutes verbales anarchiques et joyeuses. Soudain, le calme se fait, les conversations tournent au murmure. De l'autre côté du zinc surgissent les barman hissant fièrement leurs potions. La taverne exulte. Vous vous installez sur une chaise haute et regardez ces serveurs jongler avec les mots et préparer des cocktails de thèmes enjoués et enivrants. La soirée peut enfin commencer. Vous êtes au comptoir des Braves. Et c'est avec enthousiasme que vous vous saisissez de la carte de jour que l'on vient de vous tendre. Tout en la parcourant, vous jetez des regards alentour. Derrière le zinc s'affairent les taverniers. L'un d'entre eux semble monter sur pile, faisant de nombreux allers-retours sans s'arrêter. Un autre, plus posé, prépare les cocktails, pressant les agrumes et décapsulant les bouteilles à main nue. Dans un coin, un dernier explique que les compositions des breuvages à des clients qui semblent totalement perdus par ce qu'ils entendent. Vous vous replongez dans la lecture de menu, mais vous savez déjà que de toute façon, vous allez goûter chacune de ces boissons du soir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux braves vérifiés, aux certifiés et aux mécènes, mais aussi à toute autre personne de passage, du simple curieux au plus intéressé. Épisode numéro 2 du comptoir des braves. Ce soir, nous avons réuni une équipe un peu plus intimiste que l'épisode précédent. Une espèce de retour aux sources de l'épisode pilote en somme. À la carte, une ambiance électrique et des échecs, tant sur un damier que dans la vie. Mathieu revient avec sa rubrique Génie occidental, génies occidentaux. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Comment vas-tu ? Très bien, et content d'être là, et content de vous retrouver, de te retrouver pour animer cette émission. Ça fait plaisir, comme à chaque fois. Nous avons aussi une rubrique à braque pleine de testostérone, d'animalité, de sorcières et d'épées turgescentes, selon France Inter bien sûr. Bonsoir Alphonse. Bonsoir à tous. Ça va ? Ça va très bien, oui. Très bien. On s'embarque pour une petite chronique. J'ai pu ressortir un personnage et un auteur de mon jeune âge. Voilà, on avait senti que ça allait être plein de force. Ça sent le mal alpha. Exactement. Et ensuite, on aura gènes virevoltants et hérédité analysée, sont au rendez-vous des curieuses élucubrations avec notre cher Palouf. Bonsoir Palouf, comment vas-tu ? Je vais très bien, et bonsoir Ambrose et bonjour à tout notre public. Voilà. Et prêt ? Je suis prêt. Eh bien c'est bien. Alors on va commencer par désormais l'habituelle partie où on va remercier tous ceux qui ont pris le temps d'écouter, de partager, de liker et de commenter les émissions précédentes. De plus, on va également dire un grand merci à tous ceux qui nous ont fait des retours, puisqu'ils ont tous été majoritairement très positifs. Ça fait énormément plaisir de recevoir tout ça.
Donc un grand merci à nouveau à eux. Et puis voilà, on lira jamais assez. N'hésitez pas bien sûr à partager, à liker et à commenter cette nouvelle émission, cet épisode numéro 2. Et puis bien sûr, pour ceux qui ne le sont pas encore et qui le souhaitent, ils peuvent rejoindre les Braves à cette adresse www.lesbraves.org. www.lesbraves.org. Et bien alors on va se lancer dans cette nouvelle édition du comptoir avec notre toute première rubrique, jingle. Génie occidental, génie occidentaux, la célèbre rubrique de Mathieu qui maintenant est réclamée, j'ai envie de dire. En tout cas, elle est acclamée à chaque fois. Donc ce soir, de qui vas-tu nous parler, mon cher Mathieu ? Rebonsoir. Et j'étais pas prêt pour le jingle, extraordinaire, je m'y attendais pas. Je suis flatté, merci beaucoup pour cette petite touche d'introduction géniale. Ce soir, je vais parler de Nikola Tesla. Superbe. Ouais, Nikola Tesla. Et donc aujourd'hui, le mot Tesla est surtout connu pour le constructeur automobile du même nom et qui appartient à notre ami Elon Musk. Mais avant ça, Tesla, ça vient... Qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue, ouais, on sait qu'il nous écoute très régulièrement. Tesla, c'est une famille serbe qui a émigré en Croatie. À l'époque, c'était l'Empire d'Autriche au 19e siècle. Et Nikola Tesla est né en 1856, donc dans cet Empire d'Autriche. Notre ami Tesla, c'est un peu récurrent dans cette chronique Génies occidentaux. Très jeune, il va montrer des signes de grande intelligence. Je ne vais pas dire d'autisme, mais il avait une capacité de mémorisation qui était très importante. Et il avait aussi un esprit très créatif. Donc notre jeune Tesla vit donc à l'époque dans ce qui est la Croatie actuelle, une zone très marécageuse. Très jeune, il contactera le paludisme. Pas encore éradiqué d'Europe à l'époque. Mais ça ne l'empêchera pas d'avoir une scolarité plutôt saine, épanouie, et il rentrera à l'université de Graz. Là-bas, il va impressionner par ses résultats et sa grande capacité de travail. Mais il aura un petit faible pour les jeux d'argent, les jeux de cartes, et il va devenir un petit peu polisson au fil des années. Il va quitter sa scolarité quelques mois avant d'avoir son diplôme, c'est un peu dommage. Il va aller vivre en Slovénie quelques temps. Il va vivre de petits boulots à gauche et à droite, mais il se laisse convaincre par sa famille de revenir au pays et il repart pas longtemps après à Prague pour suivre ses études. Bon là pareil, faute de financement, il termine pas ses études et il part s'installer à Budapest. Il avait entendu parler en fait à l'époque du fameux Thomas Edison, l'industriel américain qui développait l'éclairage dans les grandes villes. Et donc Edison avait envoyé un de ses collaborateurs en Hongrie travailler sur l'éclairage de la ville de Budapest. Et donc notre ami Nikola Tesla va aller là-bas, il va jouer un petit peu de son réseau, il va essayer de se faire recruter. Finalement, ça va pas se faire tout de suite, donc en attendant, il va travailler pour cette société de Thomas Edison, mais plutôt dans la téléphonie, la télégraphie. Il va rester quelques années en Hongrie et en 1882 il part à Paris retrouver Thomas Edison. Il va travailler en France, il va travailler en Allemagne, pas forcément sur des sujets qui l'intéressent, mais ça va être un petit peu la rampe de lancement de sa carrière. Donc, Nikola Tesla, très jeune, avait été intéressé par les théories de l'Écossais James Maxwell sur l'électromagnétisme. Il y a des anecdotes au sujet de l'électricité statique qu'il découvre en jouant avec son chat. Donc il a toujours été passionné par l'électricité de manière générale. Jusqu'à présent, arrivé à Paris, il n'a pas eu l'occasion de développer ses talents, mais il va faire ça en parallèle. Alors sur un chantier qu'il va réaliser à la gare de Strasbourg, il va trouver un générateur et il va réussir un petit peu de son côté, dans son coin, à réaliser un premier exemplaire fonctionnel de moteur électrique sur courant alternatif. Et c'est ça, la grande découverte, on va dire, de Nikola Tesla, c'est de
à la fin de sa carrière, ça aurait été de ringardiser, entre guillemets, de contribuer à ringardiser le courant continu et de mettre en place le courant alternatif. Le courant alternatif, c'est ce qu'on a tous chez nous. Quand on branche un appareil sur les prises de courant, c'est du courant alternatif. Oui, d'ailleurs, si je peux me permettre, est-ce que tu pourrais différencier les deux, si c'était possible, dans les utilisations, pardon, parce que le courant continu est quand même toujours utilisé de nos jours. Par exemple, quand on charge un téléphone portable, c'est du courant continu. Oui, et c'est ça en fait l'intérêt du travail de Tesla. Le courant continu, ça a été le plus facile à apprivoiser, c'est celui qu'on retrouve dans une pile, et effectivement, on charge nos téléphones avec du courant continu, mais jusqu'à la prise, c'est du courant alternatif, et derrière, ton petit chargeur, ton boîtier, ton petit transformateur va transformer ce courant alternatif en courant continu. La très célèbre expression et qui a donné son nom à un groupe de musique AC/DC, on le retrouve écrit sur tous ces appareils électriques. Et c'est ça exactement que va faire Nikola Tesla avec son moteur électrique en fait. C'est d'arriver à générer un courant alternatif. Et ce moteur électrique, il a deux fonctions. Il peut être utilisé soit comme moteur, donc c'est le même on va dire schéma qu'on retrouve aujourd'hui sur les moteurs électriques dans les voitures ou dans les robots de cuisine, etc. C'est-à-dire qu'on va avoir un courant qui va être capable de générer, alors on va dire une force capable de mettre en rotation un élément du moteur, ou alors à l'inverse, le fait de faire tourner un élément du moteur va générer un courant alternatif. Et c'est ça que réalise Tesla, et il va consacrer l'essentiel de sa vie là-dessus et aussi à essayer de démocratiser l'accès à l'énergie pour tout le monde. Donc il réalise son petit moteur en Europe. 84, il a l'opportunité, 1884, d'embarquer pour les USA et travailler directement sur place pour Monsieur Edison. Il quittera l'entreprise un an après, apparemment des différents financiers, des primes versées, pas versées. Il y a différentes versions, pas vraiment de source. Edison donc était de par son business, un grand promoteur du courant continu, et il n'hésitait pas à dénigrer le courant alternatif d'ailleurs. Et Tesla, lui, était dans ses pensées, convaincu du futur probable du courant alternatif comme moyen démocratisé de transmettre de l'énergie partout. Et d'ailleurs, c'était son objectif, son rêve. Son rêve, c'était de rendre l'énergie illimitée, on va dire gratuite à tout le monde. Et son rêve ultime aurait été de réaliser ça sans fil, c'est-à-dire d'avoir une source d'énergie qui envoie chez vous, par un rayonnement électromagnétique, l'énergie à votre domicile, vous pouvez l'utiliser. C'est ce qu'il va faire toute sa vie. Alors, il va pas y arriver, sinon on le saurait, on n'aurait pas tous ces câbles autour de nous. Mais il a contribué quand même à un certain nombre de développements. On a de plus en plus de choses sans fil aujourd'hui, la recharge sans fil, la recharge par induction. Alors c'est pas exactement pareil, mais c'est lié aussi à ces travaux, l'induction dans la cuisine, les plaques à induction pour cuisiner. Enfin bon, je reviens sur notre ami qui se retrouve donc à New York. Il va littéralement galérer quelque temps. Je crois qu'il va même faire des petits boulots de maçon, de terrassier pour gagner sa vie. Mais il connaît toujours un peu de monde, il a ses réseaux, ça reste quelqu'un de brillant. Et il va croiser George Westinghouse. George Westinghouse, c'est le concurrent nommé de Edison sur... on va dire les appels d'offres pour les éclairages dans les grandes villes, les constructions de réseaux électriques qui commencent vraiment à se démocratiser. Et donc Edison et Westinghouse, ça reste deux grands noms. Edison, après, derrière, s'associera avec quelqu'un et créera l'entreprise General Electric, qui existe toujours aujourd'hui et qui est un géant mondial du secteur énergétique. Et Westinghouse existe encore, d'ailleurs. Alors, c'est un peu plus trouble la fin de vie de Westinghouse. Donc, l'entreprise a quasiment 150 ans. Et début des années 2000, elle s'est fait racheter par Toshiba. Et après, il y a eu des soucis à cause de... des mauvaises performances financières. L'entreprise a été mise en liquidation, elle a été revendue à des fonds de pension américains, canadiens, et je crois que cette année ou l'année prochaine, ça va encore changer de propriétaire, mais
Donc c'est des entreprises qui vont chercher très loin, et Westinghouse, pour la petite anecdote, c'est l'intégralité de la technologie des réacteurs nucléaires français. À tort, on croit que la France a été complètement souveraine sur les designs du réacteur nucléaire. On avait choisi, nous, à l'époque, une autre technologie, j'ai pas le nom exact, base de sel fondu peut-être, mais je suis pas sûr, je m'engage pas là-dessus. Et en fait, pour accélérer le développement, Westinghouse a concédé sa licence à Framatome, avait même des parts dans Framatome, et comme 3/4 des réacteurs nucléaires dans le monde, la cinquantaine de réacteurs nucléaires français qui restent sont basés sur un design Westinghouse. Voilà. Et donc ce George Westinghouse, c'était donc un ami de notre ami Tesla. Donc, ils se rencontrent, Westinghouse est très intéressé par les développements de Tesla, il va lui filer quelques billets pour racheter les brevets, il va lui filer une rente, etc. Donc, de quoi assurer normalement la tranquillité financière de l'entreprise. Tesla peut continuer à se concentrer sur ses travaux. 1889, il retourne à Paris, et ça c'est intéressant parce que 1889, c'est l'exposition universelle. Et ça, on en a parlé les 2 précédentes émissions. Ce qui va croiser à Paris, c'est la Tour Eiffel, l'inauguration de cette tour où figurent donc nos 72 savants français, dont Vicat ou Papy Becquerel. La boucle est bouclée. De passage à Paris, du coup, il va prendre connaissance des travaux d'un certain Hertz, qui aura, lui, mis en avant le côté ondulatoire du rayonnement électromagnétique, et ce qui permet à Tesla d'aller encore un peu plus en avant dans ses recherches, dans ses développements, notamment sur les ondes radio. Et à partir de là, il va créer la bobine dite de Tesla qui est capable de générer des très hautes tensions à très haute fréquence en courant alternatif. L'application, je dirais, la plus mainstream, c'est ces petites lampes qu'on a des fois chez nous qui font des petits éclairs électriques, et quand vous mettez la main sur la lampe, les éclairs viennent vers vos doigts. Alors, je sais pas si ça parle. Ah bah oui, oui, d'ailleurs, c'est, je pense, la photo la plus célèbre, enfin, ou l'illustration la plus célèbre de Tesla, où il est assis et on a tous ces éclairs d'électricité statique autour de lui. Ouais, alors cette lampe-là, il faut pas la mettre dans ton salon à toi. Lui, il était un peu fou. Oui, bien sûr, on est bien d'accord, ouais. Voilà, donc il va continuer ses développements. Il a failli découvrir par erreur les rayons X, juste 1 an avant Röntgen. Mais il fera pas le lien, il passera à côté de cette découverte, donc ça va être découvert 1 an après, et du coup il sera un petit peu dégoûté d'avoir loupé ça. Mais il va inventer d'autres choses, hein. Il a par exemple inventé les premières torpilles radiocommandées pendant la Première Guerre mondiale, donc des torpilles qui étaient capables de recevoir des ordres, entre guillemets, et donc de changer de trajectoire après avoir été lancées. Voilà, donc ça c'est le gros de la vie de Tesla. Et ça n'a pas été très simple, ça a été un peu chaotique, surtout sur la fin. Il a dépensé beaucoup de sa fortune personnelle et beaucoup des recherches, des crédits et des fonds qu'il a été recherché à gauche et à droite dans une course à la première communication sans fil transatlantique qu'il va perdre. Un autre ingénieur le fera pas longtemps avant lui, et vraiment il va se donner à fond dans cette recherche de transmettre de l'énergie sans fil. Donc il va y réussir. Ce sera présenté à l'exposition universelle de 1893, je crois. En fait, il arrive à éclairer une ampoule sans fil. Mais bon, c'est pas des grosses énergies, et à l'époque, ça prendra pas, quoi. Alors malgré tout, il obtiendra le prix Nobel de physique en 1909 en récompense de ses travaux. Il continuera à être actif, à déposer des brevets par la suite, mais il mourra en 1943, à 93 ans, mais dans une certaine indifférence, seul dans sa chambre d'hôtel à New York. Voilà. Mais ces vrais travaux ont été surtout au début de sa vie pour vraiment booster le déploiement de l'énergie électrique dans les grandes villes et auprès de la population. Et donc son moteur, c'est le concept de son moteur, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand on transporte de l'électricité, on perd de l'énergie par effet Joule, par la résistance. C'est ce qu'on a tous étudié, je pense, au collège ou au lycée. Et forcément, quand on transporte beaucoup d'énergie, à la fin de l'année, ça fait beaucoup d'énergie gaspillée.
et donc d'argent perdu. Et cette résistance, sans rentrer dans le détail, elle est proportionnelle au carré de l'intensité. Et l'avantage du courant alternatif, c'est de pouvoir travailler avec des très grosses tensions et des faibles intensités, ce qui ne va pas forcément être utile chez vous. Et donc c'est pour ça en fait que vous allez avoir des transformateurs à proximité des habitations, et puis derrière chez vous des petits transformateurs dans vos appareils, tous ces petits boîtiers qu'on voit. Donc on va transporter à moindre, on va dire, coût, des grosses tensions et des plus faibles intensités sur des grandes distances, et puis au fur et à mesure qu'on s'approche des habitations, on met des transformateurs relais, et puis on arrive jusque dans les maisons, et puis dans les maisons on va mettre notre petite appareils électriques qui viennent se brancher et qui vont convertir cette énergie alternative en courant continu, qui est plus pratique à utiliser, même si on a des appareils qui fonctionnent très bien en courant alternatif, notamment les moteurs synchrones, asynchrones, les ampoules électriques, etc. Il y a des appareils qui fonctionnent très bien avec des courants alternatifs, mais pour les utilisations au quotidien, c'est vrai qu'on a beaucoup d'appareils, de petits appareils qui fonctionnent en courant continu. Oui, j'avais cru comprendre que le courant alternatif, c'était aussi mieux pour les longues distances. Et oui, pour cette question de perte. Le courant continu, tu perds beaucoup d'énergie, parce que tu peux pas travailler avec des tensions aussi importantes. Et d'ailleurs, Edison se servait de cet argument pour contrecarrer son concurrent, Westinghouse et Tesla. Et notamment, il essayait de faire passer des lois qui interdisaient les tensions supérieures à 1000 volts, etc. Nous, aujourd'hui, les lignes très haute tension, on parle en milliers de volts, quoi. Plusieurs milliers de volts, même. Voilà, en fait, ce qu'a fait Tesla concrètement, c'est la personne qui a imposé au monde et qui a apporté les solutions techniques pour le faire, le courant alternatif. Et le courant alternatif est devenu très simple à mettre en place. Oui. Il faut l'imaginer, son petit moteur, donc un moteur électrique qui a ce qu'on appelle un stator et un rotor. Et le stator est une partie statique, fixe, et la partie rotor au milieu tourne. Et par le jeu de l'induction, alors j'en ai pas parlé parce que je veux pas rentrer non plus dans des considérations scientifiques tout poussées, mais disons simplement que tout courant électrique va générer un champ magnétique. Et c'est ce champ magnétique qui va exploiter, en fait. C'est le champ magnétique qui va faire tourner le moteur. C'est le champ magnétique qui va chauffer votre casserole. C'est le champ magnétique qui va recharger votre téléphone à induction. Et donc, en l'honneur de Tesla, aujourd'hui, l'unité qui sert à mesurer l'induction magnétique s'appelle donc le Tesla. Voilà. Et d'ailleurs, le constructeur automobile Tesla a donné son nom en son honneur aussi parce que la base de Tesla, c'était de faire des véhicules électriques avec ce type de moteur. Rendons hommage à Nikola Tesla, génie européen. En tout cas, excellente chronique. Bravo Mathieu. Merci à toi. Merci. En tout cas, ça donne envie aussi de creuser un peu plus la vie de Nikola Tesla, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire, bien sûr. Il y a énormément de brevets sur lesquels il a travaillé. Plusieurs centaines de brevets à son actif. Ouais. Il a eu une vie très, très riche quand même dans son travail. J'avais cru comprendre en plus que pour sauver l'entreprise du concurrent d'Edison, j'ai oublié le nom de Westinghouse. De l'entreprise, General Motors, voilà, il a refusé d'être payé, je crois, plusieurs millions de dollars pour pouvoir sauver l'entreprise parce qu'elle était en faillite au moment où ils l'ont embauché. Oui, parce que... Il y a eu des choix très très altruistes, en fait. C'est vraiment... je sais que Tesla est un symbole d'altruisme, en tout cas. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette chronique. Encore une fois, bravo à toi. Alors maintenant, on va passer à la rubrique à braque. Alors, on va lancer le petit jingle avant... j'ai un jingle aussi. À Alphonse. Le même. Alors, on va parler de sorcières et d'épées maintenant, avec la rubrique à braque d'Alphonse. C'est à toi, Alphonse. De qui vas-tu nous parler cette fois-ci ? Eh bien, déjà, ce jingle ne correspond pas vraiment à ma personnalité. C'est un peu trop doux et bien fait, et non plus à ma chronique.
Mais bon, je prends quand même, merci de l'honneur de ce jingle. Alors aujourd'hui, j'ai comme pour l'épisode 0, où j'ai ressorti de ma mémoire un personnage assez peu traité, mais qui m'avait laissé des bons souvenirs, c'était Picsou. Aujourd'hui, j'en ressors un beaucoup moins niche, mais enfin beaucoup plus célèbre. Et je vais vous le présenter quand même si vous le connaissez sûrement. Et il s'agit de Conan le Barbare, et à travers lui, son auteur, Robert E. Howard. Alors, toi, par exemple, Ambrose, tu le connais sûrement. Déjà, t'es cinéphile, donc t'as probablement vu le film de John Milius. Tout à fait. Un Exactement. réalisateur vachement intéressant. Excellent film. Les cynophiles aussi le connaîtront parce que c'est le nom du chien du... Conan le Barbare, c'est le nom du chien du président argentin, qui lui voue un culte complètement, qui a même été jusqu'à cloner son chien mort. Et selon lui, c'est ce chien qui lui aurait donné l'idée de se présenter à la présidentielle, qu'il a gagné. Donc, j'ai fait un lien avec l'actualité. Dans le thème du loup-garou avec lui. Hein. Exactement. Donc le lien est fait, d'une pierre plusieurs coups. Voilà, on commence très fort. Alors... On commence très bien, mais l'imagerie de Conan, ouais, elle est très fortement liée au film. Oui. Et j'ai cru comprendre d'ailleurs, avant de commencer, c'est que les amateurs de l'œuvre de Howard, pour eux, c'est en fait Conan le Conquérant. Et Conan le Barbare, ils appelleraient ça en fait le film et tous les produits dérivés qu'il y a autour. Mais que je dirais que c'est plutôt l'inverse. Je suis désolé. Disons que l'original, c'est plutôt Conan le Cimérien, donc un barbare qui survit. Et l'image qu'on en a des films et des œuvres dérivées, donc après les années 50, c'est plutôt Conan le Conquérant qui commence de rien et qui se fait un royaume, etc. Et c'est un peu ce qu'il y a dans le film de John Milius. Le film est super, hein, surtout la musique. Et il donne quand même enfin, il arrive à retransmettre plutôt des bonnes idées qui sont présentes dans la nouvelle, notamment les histoires de civilisation, de villes qui sont la décadence, etc. etc. Mais bon, il y a des choses qui sont assez loin de la réalité. Par exemple, le fait de s'imaginer, dans le film, on va se lancer un peu dans une analyse du film rapidement, mais par exemple, dans le film, au tout début, Conan est un esclave qui passe genre 10 ans à faire tourner un moulin à traction humaine. Et ça, c'est impossible pour le Conan du bouquin. Jamais il sera réduit à l'esclavage. En fait, le Conan du bouquin, c'est un barbare dans le sens... c'est un beaucoup plus sauvage et animal. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être enfermé et domestiqué. J'avais cru comprendre ça dans l'esprit. Il disait dans l'ouvrage point de parcours de quête initiatique, on va dire. En plus, oui, il n'y a pas vraiment de plan de carrière. Dans un monde sauvage. Il n'y a pas de plan de carrière où il veut devenir roi ou je ne sais quoi. En fait, par exemple, c'est plutôt c'est même le chemin inverse, limite. Oui, c'est le chemin inverse en fait. Genre il est dans une ville, mais ça le fait chier un peu toutes ces histoires de métro, boulot, dodo, tout ça. Donc en fait il se tire et il va dans la steppe vivre comme un cosaque ou comme un pirate ou que sais-je. Donc c'est plutôt quelqu'un qui survit. C'est rien d'autre que survivre et si possible profiter de la vie. C'est sa philosophie en gros. Mais bon là on part un peu loin. J'ai dit du coup c'est plus du tout une introduction. Mais bon, reprenons. Donc j'avais découvert Picsou donc pendant mon enfance comme tout le monde. Et j'ai découvert Conan plutôt lors de ma période dite kikou nietzschéen, donc c'est une période de radicalité propre à l'âge, à la tranche d'âge à peu près 18-20 ans. Et à l'époque, j'ai lu, parce que c'était un classique bien sûr, que tout le monde a croisé du Conan. J'ai eu la curiosité de télécharger les bouquins et de les lire. J'étais très agréablement surpris parce que j'avais enfin trouvé une histoire qui ne s'encombrait pas de morale. Et c'est-à-dire il n'y a pas de preux chevalier ou je ne sais quoi, ça correspond pas vraiment aux anciens templates d'histoire. Et ça transmet très très bien l'énergie, l'élan vital. La nouvelle bien sûr n'a pas peur, enfin les écrits n'ont pas peur de la violence, du sang, et c'est pas du tout dans un monde imaginaire irréaliste, mais ça se passe totalement sur Terre. En fait, on peut en parler un peu plus. On dit que l'auteur de Conan c'est le père de la fantaisie, etc. Parce que c'est un des premiers qui crée un univers qui est vraiment bien ficelé et qui est vraisemblable.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'auteur Robert E. Howard. Donc, pour le présenter rapidement, il a vécu dans le Texas des années 1920. Il a commencé à écrire vers la fin des années, enfin écrire du Conan à la fin des années 20, au début des années 30. Donc habitant d'Amérique, Texas, et toute son enfance, c'était un énorme rat de bibliothèque qui bouffait un maximum de bouquins, donc énormément de livres d'histoire, de géographie, anthropologie, récits de voyage, etc., historiques et tout. Et du coup, il décide de se créer un monde pseudo-historique. En fait, c'est ce qu'il appelle le monde iborien, ça part de hyperboréen en fait. C'est-à-dire que on verra très vite, si vous lisez les nouvelles de Conan, c'est de la pseudo-histoire, en fait, c'est notre monde, en fait. C'est sur Terre. Déjà, ça se passe sur notre Terre, mais ça se passe à une ère précédant la nôtre. C'est-à-dire que pour lui, le monde est cyclique, etc., etc. Il y a des cataclysmes, l'Atlantide part sous l'océan, et ensuite, on a un autre monde, c'est le monde iborien où évolue Conan. Ensuite, tout ça finit dans des cataclysmes, et ensuite, on a notre ère à nous. Donc, il a écrit un essai de environ 10 000 mots, pas mal de pages, donc, qui place tout son univers. Et en fait, je crois que c'est le premier à avoir fait un univers comme ça, vraisemblable, et avoir créé entièrement une histoire. Et ce que j'aime bien là-dedans, contrairement à Tolkien, etc., où il y a du Hobbit, il y a de la magie, mais il y a de la magie aussi dans Conan, mais qui est plus dans le sens vraisemblable. Et il n'y a pas d'échappatoire, en fait, dans le monde de Howard. C'est plutôt pessimiste. Il n'y a pas d'elfes qui peuvent vivre éternellement, ou de hobbits qui vivent tranquillou dans la comté. Tout le monde est soumis à la mort, et le destin est assez brut. Mais donc voilà, c'est très similaire à notre monde. Par exemple, on a tous les clichés raciaux de l'époque, parce que c'est les années 20, années 20-30, donc à l'époque, il n'y avait pas trop de tabous, comme aujourd'hui. Et du coup, on a quoi, le peuple des Shémites, qui sont, en fait, c'est les Sémites, mais avec un H en plus, contrairement à cette émission aujourd'hui. Il s'est pas beaucoup foulé, du coup. Oui, il s'est pas foulé du tout. Après, bon, là, c'est masqué. Ça, c'est un des plus évidents. Après, il y a les Stygiens, qui correspondent aux anciens Égyptiens, avec une caste de prêtres qui manipulent un peuple soumis. Il y a des équivalents aux Chinois, à tout le monde, en fait. Les Cimériens, ça c'est intéressant du coup, parce que c'est le peuple de Conan. C'est en gros un peuple de barbares qui habitent un équivalent des collines type Écosse, des trucs brumeux, en gros un équivalent des îles britanniques, parce que ça parle de Howard lui-même, qui est issu de là et qui parlait tout le temps de son tempérament dépressif irlandais, je ne sais quoi. Enfin, il était très... à l'époque, les gens étaient vachement dans le déterminisme racial. Donc ça ressort à fond dans le bouquin, c'est-à-dire qu'on voit les peuples directement. Donc encore une fois, c'est vraiment la terre qui est traitée, et c'est surtout c'est aussi, il incorpore la totalité des mythes européens quasiment, de l'Atlante au Gobelin, et tout ça est traité. Donc je pense que je peux vous présenter le personnage de Conan plus en détail. Là, j'ai présenté l'univers. Et donc Conan, c'est comme son surnom l'indique, c'est le barbare par excellence. En fait, c'est avant tout à comprendre comme étant critique de la civilisation par contraste. Conan, donc, c'est plus un animal, comme je disais au début. Enfin, c'est un homme bien sûr, mais c'est un peu le noble sauvage idéalisé par l'auteur. Il est indomptable. Son but dans la vie, c'est de survivre et de profiter de la vie au possible. Il n'a pas de philosophie, il ne part pas dans des délires comme les hommes civilisés et urbains. Donc Conan, c'est un sauvage, un noble sauvage. Il est indomptable, il n'est pas domestiqué par la civilisation, mais en même temps, il a ce côté noble, c'est-à-dire que contrairement aux autres races qu'il déteste, comme les Pictes ou d'autres... qui correspondent à des races d'aujourd'hui, que Howard probablement détestait lui aussi. Il n'est pas violeur, meurtrier ou même cannibale. Et en fait, ses aventures sont épiques parce qu'il est rusé, il est fort, il a énormément d'assurance, il a des très bonnes répliques. Et ça suffit largement à concocter
des super aventures, mais je trouve que ce personnage brille surtout parce qu'il est universel et éternel, disons. En fait, l'univers de Conan, c'est un monde où chacun peut se projeter, chacun peut l'invoquer dans sa pensée, en fait, dans son imagination. C'est des schémas universels. Et ça rend les histoires de Conan bien plus accessibles que si elles étaient restreintes à des scopes, à des détails historiques. Par exemple, en fait, on voit que Howard, il arrive à faire des histoires de cow-boys, des histoires de pirates, et en retirant tous les éléments qui sont spécifiques à ces époques-là, et en transmettant ça avec une histoire de Conan. Ce qui la rend, en fait, est universelle, éternelle. C'est-à-dire que c'est un type avec une épée, un monde plus ou moins médiéval, fin de l'Antiquité, quelque chose comme ça, un peu de magie, mais pas trop, et voilà, donc tout le monde peut s'imaginer ça, c'est pas de time spécifique, quoi. Donc ça permet vraiment de transmettre des bonnes histoires. Oui, dis-moi. J'avais cru comprendre, en tout cas puisque je m'étais, pour préparer l'émission, je me suis renseigné, et j'ai cru comprendre qu'en fait il a Conan, donc quand Howard a sorti les nouvelles, Conan le personnage a cartonné, mais beaucoup aussi auprès de la gente féminine. Et il y avait une explication à ça où il disait qu'en fait c'était pendant la période de la Grande Dépression et les femmes aimaient lire l'ouvrage d'un homme avec qui, en gros, elles se projetaient en relation avec Conan en disant on n'aura jamais de problème. C'est une personne qui peut assurer la pérennité du foyer, en fait. C'était un peu comme ça. Il y avait dans Weird Tale, là où Conan était diffusé au début, dans le courrier des lecteurs, c'était ce que transparaissait dans les lettres des admiratrices de Conan. Après, j'imagine quand même que c'est beaucoup plus populaire auprès des jeunes hommes que des femmes, c'est sûr, parce qu'il y a du sang, du sexe en fait, même si on dit qu'il y a du sexe, mais bon, pas vraiment, c'était vachement censuré quand même à l'époque. Howard rajoutait beaucoup de nanas, histoire de faire des belles couvertures qui se vendaient bien. Et oui, on peut même pas dire que les nanas, les femmes, soient soumises ou quelque chose comme ça dans les nouvelles. La plupart des caractères sont... la plupart des personnages féminins sont des semi-guerrières. Mais oui, bien sûr, Conan est hyper masculin, ça c'est sûr. Après, je comptais pas parler de la place des femmes ou je ne sais quoi, Ambrose. Non, mais on n'est pas à France Inter ici, Ambrose. Non, j'étais même pas encore en train de parler de l'épée et du secret de l'acier, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, moi j'avais été surpris justement d'apprendre que je sais pas si c'était Conan ou la première nouvelle qu'il a diffusée dans Weird Tales. Howard, c'était avec un autre guerrier, je crois, mais en tout cas, voilà, la gente féminine, c'était un courrier sur 3, c'était une admiratrice de Conan. À ce point-là, je pensais pas. Ah oui, vraiment. Et, du coup, ça permettra aux femmes d'avoir envie de le lire. C'est cool. Et du coup, en fait, là, je venais de dire... Lisez Conan, mesdames. Oui, lisez Conan, s'il vous plaît. Après, il y a aussi un héros féminin, je crois que les femmes adorent, qui est Red Sonja ou quelque chose comme ça, qui est connu par Howard. Ouais. Et en fait, il a créé énormément de personnages, j'en ai pas parlé des autres. Je parlais que de Conan pour l'instant, mais il y a Solomon Kane, par exemple, le puritain complètement possédé, qui est extrêmement... Enfin, j'aime vraiment ce personnage. Mais bon, il y en a des tas d'autres, même des personnages historiques, pour ceux qui n'aiment pas trop la fantasy. Enfin bref, tout ça... Mais dans toutes les histoires de ce que j'ai pu lire, en tout cas, j'ai pas tout lu, il y a énormément de choses. Il a vécu une vie assez courte, mais il a produit énormément de choses. Et ça, tout tourne en fait quand même autour du même monde. Un peu, il y a des choses qui se retrouvent de Conan vers Solomon Kane, alors que Solomon Kane se passe 40 000 ans après. Mais voilà, en fait, je venais de dire juste avant que Conan, c'était un template qui permettait de parler de n'importe quoi. Il y a des histoires en fait de Conan qui sont des histoires de pirates. Il y a des histoires qui sont en fait des histoires de colons contre les Indiens. Il y a de tout. Et avec Conan, ça devient intemporel, disons. Et ça permet à Howard de transmettre sa vision du monde, qui est vachement intéressante, je trouve. En fait, c'est avant tout... déjà, il s'est suicidé, donc il était atteint quand même de dépression. Et c'était pas un suicide... comme ça par pulsion, il en parlait déjà depuis au moins 6-7 ans.
Donc il était quand même vachement pessimiste et critique sur la civilisation en général. D'ailleurs, il idéalisait la barbarie, du coup, ça va souvent ensemble. Donc Howard est pessimiste de la civilisation. Je me suis pas trop plongé à faire des analyses freudiennes de sa vie, sa relation avec ses parents, ses amours, etc. Mais je me dis quand même que c'est le produit de son époque, histoire de pouvoir placer un pléonasme. En fait, allez, on se lance. Donc dès la fin pendant le 19e siècle et le début du 20e siècle, comme vous l'entendez dans la chronique de mes compères, dans les chroniques de Palouf et de Mathieu, c'est une effervescence scientifique. Donc il y a des gens qui expliquent les lois de l'inerte et du vivant avec des termes purement matériels, c'est-à-dire les ondes, la chimie, machin. Et dans la même veine, il y a des intellectuels qui se mettent à vouloir théoriser et prouver scientifiquement les lois et principes derrière l'évolution de l'histoire et les sociétés humaines en général. Donc pourquoi pas, c'est pas mal. Et donc à l'époque, il y a plein d'écrits et de théories qui naissent sur, par exemple, les cycles de croissance, décadence des sociétés, de la civilisation. J'en ai lu quelques-uns et c'est pas mal comme style d'écriture, même si ça reste de la pseudo-science. Et je pense que ça a joué un énorme rôle dans l'œuvre d'Howard. En fait, ça transpire littéralement partout. Et je veux insister sur l'histoire de produits de son époque, parce que j'ai écouté pas mal de podcasts de Conan et on parle assez rarement de ça, c'est-à-dire que les gens parlent de tout, la place des femmes, la symbolique phallique des épées ou je ne sais quoi. Mais en fait, c'est avant tout le produit du début du XXe siècle. Et il y a un pessimisme énorme qui, pour moi, est dû au shift politique de l'époque, en fait. Par exemple, Picsou. Picsou, je vous avais dit, c'est l'âge d'or de l'Europe. C'était l'époque de la domination. Enfin, c'était le 1870-1880. À l'époque, c'était l'époque où on explorait, on ajoutait en permanence à la connaissance humaine, etc. Aujourd'hui aussi, mais à l'époque, c'était vraiment... il y avait personne qui nous menaçait. Et par contre, à l'époque de Howard, c'est déjà la Grande Dépression. Il sort de la Première Guerre mondiale. Il y avait un esprit de l'époque qui est incarné notamment par un bouquin d'un intellectuel qui s'appelle Lothrop Stoddard, qui est le flot montant des peuples de couleur contre la suprématie blanche du monde en général. C'est un des pouvoirs coloniaux et tout. Et l'Occident commençait à perdre la poigne, la domination qu'il exerçait sur les autres peuples. Et Howard, il a bien senti ça. En plus, dans sa vie, il voyait, parce qu'il vivait dans une ville qui a vécu un boom économique avec le pétrole, donc il a vu comment ça monte et comment ça descend ensuite. Et ça transpire vraiment partout dans ses écrits. Il a écrit des... C'est grand ami de Lovecraft aussi. Grand ami de Lovecraft qui était dans le même genre. Les deux se tiraient vers le bas quelque part au niveau du moral. Ils sont un peu dingos là-dessus, vraiment. Mais le pessimisme civilisationnel, c'est vraiment ça. En fait, ça transpire partout dans les histoires et il se sert de Conan et des autres pour raconter des histoires ou avertir les gens sur des réalités. Parce que lui-même, il aime quand même la civilisation. Il sait qu'il n'est pas Conan le barbare, hein, il est au courant de ça. Mais il explique dans ses histoires les dangers qui visent la civilisation, les cycles de décadence, etc., etc. Il y a des histoires vraiment très incarnées et on se rend compte qu'en fait on retire Conan et on met ça à l'époque d'aujourd'hui et ça c'est parfaitement valable même comme analyse politique, disons. D'accord. Ouais. Et pour illustrer tes propos, à la rigueur, pour finir un peu sur Conan, est-ce que tu aurais éventuellement des nouvelles que tu recommanderais en disant, bon ben voilà, si vous devez en lire qu'une pour vraiment découvrir l'univers d'Howard, sa vision et le personnage de Conan, et vraiment voilà une nouvelle qui résumerait parfaitement tout ça, laquelle ça serait ? Ouais, oui, je me suis un peu attardé sur certaines choses, même si j'encourage du coup les lecteurs, enfin les auditeurs à devenir lecteurs et à lire ne serait-ce que pour les messages, disons, civilisationnels et philosophiques, en gros, qui sont transmis dans les histoires.
Et ça, c'est déjà très intéressant et c'est rafraîchissant d'avoir ça aujourd'hui parce que vraiment, c'est rafraîchissant en fait. Je pense que c'était aussi le propre de l'époque, mais je le mettrai quand même dans les bons points pour les nouvelles d'Howard. C'est rafraîchissant vraiment. Et pour en recommander qu'une, alors je saurais pas exactement dire, hein, les experts disent que ce serait la Reine de la Côte Noire qu'il faudrait lire pour être introduit le plus rapidement possible au personnage. Sinon, en termes qualitatifs, je dirais que il y a une histoire qui s'appelle Les Clous Rouges, qui traite vraiment de la décadence des civilisations et qui en profite pour balancer pas mal de stéréotypes raciaux à l'égard des gens d'Amérique centrale. Et il y a aussi Au-delà de la rivière Noire, qui est une histoire sur qui encapsule un peu la philosophie de Howard sur la civilisation et la barbarie. C'est on est tiré une citation que les gens connaissent pas mal, comme quoi la barbarie finit toujours par triompher sur la civilisation qui n'est qu'un concours de circonstances, etc., etc. C'est une histoire de la frontière, en fait, avec des sauvages qui vont vouloir chasser des colons. Mais à part ça, je vous invite vraiment à même tout simplement vous balader dans les nouvelles et quelque chose qui vous intéresse, le lire. Là, je vous ai cité des nouvelles où Conan était bien financièrement, pas Conan, Howard était bien financièrement, donc il a pu se permettre d'écrire ce qu'il voulait écrire. Sinon, il y a beaucoup d'autres nouvelles qui sont plutôt alimentaires, où il met juste des nanas et de la baston. Celles-là sont peut-être moins intéressantes. Mais en tout cas, voilà, je vous dirais de lire ces 2 ou 3 là. Moi, ce que j'aurais envie de dire, parce qu'on sent le côté vaste de l'univers c'est trop vaste. Et donc en fait l'interconnexion entre l'auteur et sa créature, eh bien, je pense que ce serait parfait pour en fait une terrasse. Et si les auditeurs veulent en savoir plus, ils n'ont qu'à rejoindre les Braves. Mais je dirais surtout aux auditeurs, il y a probablement... Moi, je suis pas un vrai rat de bibliothèque, c'est-à-dire je lis pas suffisamment de bouquins par an, mais il y a des gens qui s'y connaissent vraiment. Et je pense que ce serait super d'avoir des retours et des interprétations, ou des corrections surtout, et en commentaire. Clairement, parce qu'il y a vraiment matière à faire. Tout à fait. Je pense qu'il y a des experts. En fait, c'est ce que je voulais dire. Je voulais proposer déjà en premier lieu, vous allez rejoindre les Braves, et le cadre d'une émission live sur le thème de Conan est totalement envisageable, et certainement envisagé quelque part. Pour ça, il faut nous rejoindre. Donc c'est www.lesbraves.org. Et puis effectivement, si des personnes souhaitent apporter des précisions, on va dire que la partie commentaire sous la vidéo leur est tout à fait tout acquise et tout offerte. Donc voilà, merci beaucoup Alphonse. Pour cette rubrique. Malheureusement, on a fait que gratter la surface du personnage. Clairement, il y a trop de personnages et il y a plusieurs centaines il y a une centaine ou plus de nouvelles en tout par l'auteur. Et d'ailleurs, l'anecdote sur Red Sonja, c'est qu'ils avaient fait un film Red Sonja, mais les producteurs s'étant dit que ça n'allait pas vendre une rousse guerrière. Pour moi, c'est très vendeur. Mais donc ils l'ont appelé Kalindor, le film, et ils ont mis Arnold sur la pochette, alors qu'Arnold doit apparaître 10 ou 15 minutes dans le film. Oui, voilà. Du coup, oui. Après, ils en ont fait un autre de Red Sonja qui était très 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 mauvais, si je me souviens. Mais du coup, n'attaquez pas l'univers de Howard par les films. C'est quand même mieux d'attaquer par les bouquins, vraiment. Même si le film est très qualitatif. Oui, peut-être, mais j'ai pas dit ça. C'est plus important, en fait, c'est que la longueur des nouvelles, c'est rien du tout. C'est des short stories. Et avant l'apparition des comics, les gens se lisaient ça dans des magazines rapidement, comme ça, c'était des séries. Donc c'est rapide à lire. L'action commence direct. Et voilà, il n'y a pas 50 pages pour décrire un pot de fleurs. C'est très bon. Exactement. Il est arrivé avant. En fait, il était là avant Tolkien, Howard. Donc Tolkien lui a fait le côté proustien de l'heroic fantasy. Merci beaucoup en tout cas, Alphonse. Merci beaucoup pour ta rubrique. Yes. Excellent. Tout aussi intéressant que Picsou. Ça fait vraiment plaisir. Jingle, et on va passer à la dernière rubrique, celle qui est déjà très très attendue, c'est la rubrique de Palouf.
Alors mon cher Palouf, de quoi vas-tu nous parler dans tes fameuses curieuses élucubrations ce soir? Ce soir, je voulais vous parler d'héritabilité. Donc, les êtres vivants, fondamentalement, c'est des gènes exprimés dans un environnement. Ce qui fait que, par exemple, une vache pèse 1 tonne et pas 10 kilos. C'est principalement génétique, dans le sens où si elle avait le génome d'un escargot, elle pèserait le poids d'un escargot. Mais c'est aussi complètement environnemental, parce que si elle avait rien à manger parce qu'elle était dans une prison de béton, elle mourrait avant de peser 1 tonne. Et donc, si on veut s'intéresser à quelle part est héréditaire dans un trait, donc par exemple le poids, on peut pas vraiment dire c'est tant % génétique et tant % environnemental, puisqu'en fait, n'importe quel trait qu'on va regarder, c'est une combinaison des deux, et ça paraît à mon sens de se dire c'est à moitié génétique, à moitié environnemental. Et donc, pour pallier à ce problème-là, on a conçu un outil qui est l'héritabilité. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde parmi une population donnée, quelle proportion de l'écart, par exemple dans le poids, est attribuable à la génétique. Et donc, pour faire ça, ce qu'on a fait initialement, avant d'avoir tous les outils génétiques qu'on a aujourd'hui, ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait des jumeaux, typiquement chez les humains, en tout cas on regardait les jumeaux. Donc on prend des vrais ou des faux jumeaux, et qui sont élevés dans des familles différentes. Et on regarde quel est l'écart dans le trait considéré parmi ces jumeaux comparé à l'écart qu'on observe dans la population en général. Et donc ça nous donne une variance à génome équivalent, où pour les faux jumeaux, la proportion de l'écart qui est expliquée par le génome, il faut la multiplier par 2 pour avoir la vraie proportion, puisqu'ils n'ont que la moitié de leur génome en commun. Et donc, en comparant la variance parmi ces jumeaux et la variance parmi la population du trait, on a une idée de la part de l'écart qui est attribuable à la génétique comparée à celle qui est attribuable à l'environnement. Alors, rapidement, ce qu'on appelle la variance, c'est la moyenne des écarts au carré par rapport à la moyenne. Et si on prend les écarts au carré, c'est parce que c'est dû au théorème de Pythagore. En fait, quand les distances au carré, on peut les additionner quand c'est orthogonal. Alors que si on prenait pas au carré, on ne pourrait pas additionner les distances. D'accord, donc là on est carrément dans de la géométrie pour oui, non, mais c'est vraiment le théorème de Pythagore qui fait ça. De toute façon, on a toujours dit que les mathématiques c'était le langage de l'univers et de la science, donc une fois de plus on en a la preuve. Et donc aujourd'hui, on peut aussi utiliser des outils de génomique, puisque on a séquencé le génome humain en 2003 et les coûts ont beaucoup diminué. Maintenant, il me semble que c'est à peu près $1000 par génome humain pour séquencer un génome humain en entier. Sachant qu'il y a qu'est-ce que tu entends par séquencer pour histoire de donner une petite définition. Le génome, vous avez probablement vu des représentations. Donc on représente ça avec 4 lettres. ATCG, donc adénine, guanine, thymine, cytosine. Ça représente les nucléotides présents dans le génome. Et donc quand on dit séquencer le génome, c'est prendre la molécule d'ADN et retranscrire ça sous cette forme de séquence de lettres. Et donc on a réussi à faire ça pour la première fois en entier sur le génome humain en 2003 pour quelques milliards d'euros à peu près. C'est un coût estimé. C'était un gros projet qui a duré une décennie, mais maintenant c'est beaucoup moins cher. Ça diminue extrêmement vite le coût de séquençage. Et donc, grâce à la grosse diminution des coûts de séquençage et au développement de l'informatique aussi pour le traitement de grosses bases de données, parce que le génome humain en tout cas, c'est à peu près 50 000 gènes. Au lieu d'estimer l'héritabilité par des études de jumeaux, on peut le faire par des études d'association de génomes. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on séquence des génomes de plein de personnes et on regarde le trait qu'on veut considérer. Et on regarde donc l'écart dans ce trait-là et le génome à côté. Donc typiquement, par exemple, si on veut estimer, je sais pas si quelqu'un aura une maladie quelconque, on va pouvoir séparer en 2 groupes entre ceux qui ont la maladie et ceux qui n'ont pas la maladie. On va comparer les génomes et on va regarder à travers des tests statistiques pour voir est-ce que ce gène-là a une influence ou pas. Alors moi, ma question, elle était, parce que j'avais vu un peu en me renseignant, les gènes dans l'héritabilité, c'était soit il y avait addition, soit il y avait remplacement, soit il y avait mutation, c'est ça ? Une mutation d'un gène, oui, ça peut être une addition d'une nucléotide, ça peut être un changement de nucléotide ou une duplication. La mutation était clairement ce qui posait le plus de problèmes et qui était le plus propice aux maladies. Quand tu disais mutation, c'est l'exemple, c'est les albinos, par exemple.
Oui, les albinos, c'est un exemple de mutation. Sinon, il me semble que les leucémies, ça peut être... Alors, je sais plus si c'est une mutation ou une substitution, mais enfin, il y a une mutation dans le génome qui fait que on a une leucémie si elle apparaît. Donc, une seule mutation, ça peut être très très grave. Et donc, bon, ces méthodes de mesure ou d'estimation de l'héritabilité, elles ont des défauts. Donc, pour les études de jumeaux, le défaut assez évident, c'est que les jumeaux qui sont séparés à la naissance, c'est pas le cas typique. Souvent, les parents, ils gardent leurs deux jumeaux. Et donc, c'est souvent des situations assez spéciales. On prend pas des jumeaux qu'on décide de séparer à l'insu de leurs parents. C'est des jumeaux qui sont déjà séparés, parce que sinon, ça causerait des problèmes éthiques difficiles. Oui, clairement, oui. Et donc, c'est pas représentatif de la population en général. Donc, il y a déjà un biais d'échantillonnage pour les gens sur lesquels on fait ces études-là. Il y a aussi une perte de l'interaction de tout ce qui se passe dans l'environnement utérin. Si la mère elle a bu de l'alcool ou pas, ça va être quelque chose d'environnemental, mais ça va être considéré comme... c'est quelque chose qui est partiellement environnemental, partiellement génétique, parce qu'il y a des prédispositions à consommer beaucoup d'alcool. Toute influence environnementale qui aura lieu pendant le développement à l'intérieur de l'utérus sera pris en compte comme quelque chose de génétique. Et aussi des gènes qui feraient potentiellement des parents des bons éducateurs ou des enfants des bons élèves. C'est quelque chose d'héréditaire dans la société, mais dans ces études-là, on perd leur influence puisque on les sépare de leurs parents. Et donc les gènes qui sont censés être communs entre le parent et l'enfant ne le sont plus. Donc s'il y a des interactions, des gènes qui font que les enfants ont des bonnes interactions avec leurs parents, on ne mesure plus leur influence comme étant héréditaire. Et tu veux dire que quelque part, certains gènes s'activent par la présence du gène paternel, on va dire, ou du gène géniteur? Je ne dis pas, enfin, je ne sais pas s'il existe de tels gènes, mais ouais, parce que ça paraissait un peu bizarre, mais on ne mesurerait pas son influence. Enfin, là, on était dans l'intrication quantique des gènes. Je ne postule pas sur l'existence de ce gène-là. Là, je présente des défauts qui sont potentiels. Est-ce qu'il existe de tels gènes? Je ne statue pas sur le sujet. Pas de problème. Et pour les études d'association de génomes, il y a des difficultés d'avoir suffisamment de données parce que vu qu'il y a beaucoup de gènes, si on n'a pas assez d'échantillons, on est obligé de pénaliser la détection de gènes pour éviter de détecter des gènes qui seraient là par hasard si on n'a pas beaucoup de génomes. Mais ça va se régler avec le temps, avec la baisse de coût de séquençage des génomes et l'augmentation des jeux de données. Donc le concept en soi, il a un peu des défauts plus ou moins intrinsèques. C'est que déjà notamment... l'héritabilité telle qu'on l'a définie, ça dépend de l'environnement. C'est pas quelque chose qui est statique. Puisqu'on a quelque part une fonction de deux variables, donc par exemple la taille de quelqu'un, ça dépend de son génome et de l'environnement dans lequel il a grandi, de s'il a fait travailler en étant enfant ou des choses comme ça. On dit à génome équivalent, c'est ça l'écart dans la population, et du coup le reste c'est attribuable au génome. Mais ça prend pas en compte des facteurs qui seraient multiplicatifs entre le génome et l'environnement. Et donc, ça a comme conséquence que l'héritabilité, par exemple, de la taille en Afrique et en Occident, c'est pas la même. En Afrique, elle est plus basse. Pas partout, non? Parce qu'il me semble qu'en Afrique du Nord, il y a aussi quand même des personnes qui sont plutôt grandes. C'est pas la taille des individus, c'est l'héritabilité de la taille. C'est-à-dire qu'en Afrique, ah oui, pardon. T'as plus de chances d'être éloigné de la moyenne de la taille de tes parents qu'en Europe. Enfin, oui, j'avais pas compris. Tu seras a priori plus éloigné. Enfin, l'écart relatif à l'écart dans la population sera plus important en Afrique qu'en Europe. D'accord. Et il y a un autre problème de ce concept, c'est que si jamais on a deux populations qui évoluent dans différents environnements, donc qui sont stratifiés, les écarts qui seront dus à leur environnement qui seront différents seront considérés comme du génome si les deux populations sont distinctes génétiquement. Par exemple, si on a des plantes d'un côté qui sont dans des sols riches et des plantes de l'autre côté qui sont dans un sol pauvre, si jamais les plantes elles ont une différence de génétique bénigne, mais qui permet de les distinguer, d'un point de vue d'une association génomique ou des études de jumeaux, on considérera comme héréditaire quelque chose qui est environnemental. D'accord. Alors, comme remarque, les études d'association de génome, ça sert pas que à mesurer l'héritabilité, c'est très utile notamment pour avoir une influence quantitative de différents gènes. On rappelle que l'acronyme anglais des études génomiques, c'est Genome-Wide Association Studies. C'est GWAS. Eh ben, merci Palouf. En tout cas, c'était encore une fois très pointu aussi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour finir ou... Non, j'espère que les gens auront compris cet outil que je trouve plutôt intéressant. Je pense qu'ils l'auront compris après la 3e ou 4e écoute, c'est sûr.
mais la première, ça peut peut-être surprendre un peu. En tout cas, moi, il m'en faudra plus d'une, ça c'est certain. Mais encore merci en tout cas, Palouf, parce que c'est super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter ? Oui, je veux bien. Dans ma chronique, j'ai présenté donc tous les défauts associés au concept d'héritabilité, et ça peut paraître un peu dénigrant envers ce concept, alors qu'en fait, c'est un concept très utile et qui permet d'avoir une idée, par exemple, de à quel point on peut influer sur un trait. Si on veut le fait qu'en Occident, l'héritabilité de la taille soit à 80%, ça donne quand même une bonne indication sur le fait qu'on peut, si on veut avoir un enfant plus grand, on pourra jouer un petit peu sur les 20% restants, mais globalement, on ne pourra pas jouer sur les 80% attribuables à la génétique. Et donc, c'est un concept très utile qui permet d'avoir une idée de à quel point un trait est immutable ou mutable, justement. C'est intéressant pour respecter l'adage « connais-toi toi-même ». Ouais, mais en tout cas, moi, je le remercie d'avoir rajouté ça, parce que jusqu'à ce qu'il rajoute cette partie-là, j'avais l'impression d'avoir compris sa chronique, et maintenant, je réalise qu'en fait, je ne l'avais pas comprise, puisque je n'avais pas du tout pensé que tu étais critique envers l'héritabilité. Je l'étais pas, mais j'avais peur que ça donne cette impression-là. Donc je précise. Ouais, bah, je l'ai pas eu, en tout cas. Non, mais merci en tout cas pour la précision, Palouf. Merci beaucoup. Voilà, l'émission se termine. On a eu 2-3 rubriques, on espère qu'elle vous aura plu, chers auditeurs. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose relatif à l'émission, les amis ? On va faire le tour de table. Alphonse, est-ce que tu souhaites dire quelque chose ? Écoute, je vais juste encourager les gens à nous corriger et à rajouter des louches de contenu par commentaire ou sur Telegram ou autre. Histoire de nous donner des précisions. Moi, je me suis intéressé à ce sujet-là, donc je suis encore à fond dedans jusqu'à la prochaine chronique. Mais donc voilà, j'apprécierais toute précision et ajout. Moi, je suis tout à fait d'accord. On invite les personnes à partager leur point de vue dans les commentaires, et puis toute suggestion ou corriger d'éventuelles erreurs, bien sûr, s'il y en a eu, mais je doute fortement, parce qu'on a tous fait le travail en amont, très très bien et très sérieusement. Mathieu, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ? Oui, une petite correction. Il me semble avoir dit que quand j'ai comparé en fait le courant alternatif courant continu, j'ai donné l'avantage du courant alternatif qui perdait moins d'énergie pendant le transport. Je crois avoir dit que la résistance était proportionnelle au carré de l'intensité, mais c'est la puissance dissipée qui est proportionnelle au carré de l'intensité. Ouais. Voilà. Ça, je l'avais noté. Je voulais voir si tu t'en étais rendu compte. Bravo à toi. Je m'en suis rendu compte spontanément tout seul. Très bien. Je le savais. On le savait tous d'ailleurs. Très bien. Merci à toi. Palouf ? Non, rien à rajouter. Je vais lire des nouvelles de Conan suite à l'émission d'avance. D'accord. Tant mieux. Et ben voilà, alors cette émission se termine. On va vous rappeler que si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr rejoindre Les Braves sur www.lesbraves.org. Il y a un forum dédié sur lequel vous pourrez échanger avec nous au sujet du comptoir et sur bien d'autres sujets. Mais Les Braves, c'est aussi toute une communauté, on va dire online, toute la partie online, puisqu'il y a la partie en réel, hein. La partie online, ce sont des canaux d'échange. Et presque tous les soirs, on va dire, il y a une taverne où vous pouvez retrouver vos serviteurs de ce soir ou d'autres personnes qui lancent la taverne, et puis vous pouvez venir échanger avec eux, comme avec tout autre brave qui seront présents ce soir-là. On vous remercie d'avoir écouté cette émission. On vous souhaite à tous une très bonne soirée et on vous dit rendez-vous au prochain épisode. Au revoir à tous. À bientôt. Salut. Salut. Salut.